L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité en première lecture hier vendredi un amendement gouvernemental au projet de loi Égalité et Citoyenneté qui permettra de sanctionner la contestation des crimes contre l'humanité, dont le génocide arménien. La négation ou la banalisation du génocide sera sanctionnée par l'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'était une promesse de campagne de François Hollande. C'était surtout l'exigence de toute la communauté arménienne de France après la censure par le Conseil constitutionnel en février 2012 de la loi pénalisant la contestation du génocide arménien. Contrairement à la loi précédente, celle-ci sanctionnera la contestation ou la banalisation des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, à condition que cette contestation ou banalisation s'accompagne d'incitation à la haine ou à la violence. Le texte doit être examiné et voté dans 2 mois au Sénat et en cas d'adoption par la Chambre haute, revenir à l'Assemblée nationale pour finaliser ce processus législatif. Le quart sur table de ce matin est consacré à cette loi anti-négationniste, les conditions dans lesquelles elle a été préparée et présentée, ce que le texte contient précisément. Également, les risques en termes de blocage, y en a-t-il? Que fait ou fera la Turquie d'ici l'adoption finale de cette loi? Nous tenterons d'explorer toutes les hypothèses avec nos invités en studio, les coprésidents du CCF, Mourad Papazian et Arat Touranian, le juriste Armen Kuyumjian, président de l'AFAJA, mais aussi au téléphone avec quelques-uns des intervenants et soutiens à cette loi à l'Assemblée nationale, les députés Patrick Devedjian, Jean-Marc Germain et François Pupponi. Messieurs, bonjour, merci d'être là pour... C'est vrai que c'est un moment assez historique. On a vécu des moments très forts en 2011-2012, après un moment un silence total pendant 3-4 années. On attendait cette loi, elle ne venait pas. Et finalement, ça n'est pas la même loi qu'on attendait, que la communauté pensait avoir une deuxième fois. C'est une autre version, une autre option qui a été choisie. Alors, Mourad Papazian, Arat Touranian, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, après cette longue attente, comment en est-on arrivé à cette proposition, Mourad Papazian? Et vous savez, nous n'avons jamais cessé de travailler depuis l'accession de François Hollande à la présidence de la République, puisque c'était non seulement un engagement de campagne, mais également une réitération lorsqu'il a été élu président de la République. Nous avons avec le CCF, d'ailleurs, Arat Touranian et Armen Kuyumjian ici présents, travailler avec le gouvernement longuement, au cours de longues réunions, au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, à l'Élysée, où des réunions ont été organisées tout de suite avec des juristes. Et il faut savoir également qu'un an après son accession au pouvoir, en 2013, le président de la République a voulu en fait qu'un projet de loi soit présenté en avril 2013 et ce projet de loi a reçu un avis défavorable du Conseil d'État. Il faut également se souvenir que la loi Boyer, qui a été adoptée en 2012, a été également invalidée par le Conseil constitutionnel dans la foulée. Il fallait donc tout mettre en œuvre pour que, à la deuxième tentative, nous puissions être sécurisé sur le plan juridique, et c'est la raison pour laquelle le CCAF, en accord avec le gouvernement, a décidé de prendre son temps pour essayer de préparer un texte qui soit inattaquable. Entre-temps, Armen Kuyumjian en parlera tout à l'heure, il y a eu l'affaire Perinçek qui a complexifié la situation, et lorsque on est sorti de l'affaire Perinçek le 15 octobre 2015, nous sommes retournés voir le président de la République, qui a dans la foulée nommé Jean-Paul Costa, qui a la double qualité d'avoir été président de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque du coup maintenant on a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui a été conseiller d'État, donc qui maîtrise également les détails de la Constitution française. Il fallait surmonter en fait ce double obstacle de la CEDH et du Conseil constitutionnel français. Sur le plan politique, le CCF n'a cessé d'être présent auprès du gouvernement en maintenant fortement cette revendication d'obtenir un projet de loi, qui est un projet de loi donc issu du gouvernement. Et c'était chose faite hier, puisqu'il y a une accélération également
à la suite de la remise du rapport de Jean-Paul Costa, une accélération. Là encore, nous avons travaillé intensément avec nos propres avocats, nos propres conseils, ceux du gouvernement, pour aboutir à un texte qui est différent de celui de 2012, puisque c'est un texte qui a une portée plus universaliste, plus universelle, concerne tous les génocides et les crimes contre l'humanité. Nous ne pouvions pas revenir à un texte identique à celui qui a été censuré, puisqu'il a été censuré. C'est-à-dire que ça revenait à obtenir une nouvelle condamnation. Or, notre objectif, c'était plutôt d'obtenir une adoption de ce texte-là. Il a été déposé par le gouvernement français à la demande insistante du président de la République. C'est la première fois, et c'est un vrai succès politique pour la communauté arménienne de France, que le gouvernement prend ses responsabilités de cette manière en déposant lui-même un texte. Quel est le sens du fait que ce soit le gouvernement qui le dépose? Politiquement, c'est totalement différent. On a beaucoup d'amis qui voulaient déposer des propositions de loi dans l'intervalle, dont Valérie Boyer d'ailleurs, et nous avons expliqué à Valérie Boyer que nous souhaitions que ce soit le gouvernement, que le président de la République respecte son engagement, qu'il aille au bout, que le gouvernement en fait dépose un texte, c'est au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de l'État français dans son entier. Ça a une valeur politique, je crois que tout le monde peut le comprendre, totalement différente que si c'était une proposition de loi déposée par un député. Et donc nous l'avons obtenu hier, un projet de loi qui a été voté à l'unanimité des présents à l'Assemblée nationale. C'est une énorme victoire. Évidemment, tout le travail reste à faire au Sénat, puisque le projet de loi sera examiné au Sénat en septembre, avant de revenir dans le cadre de la navette parlementaire à l'Assemblée nationale, probablement en octobre ou en novembre. Arat Ouranian, la communauté attendait, comme en 2011, 2012, au-delà du texte, aussi cette mobilisation autour pour gagner, et c'est très important pour les descendants des victimes ou des rescapés du génocide, de gagner contre cette Turquie négationniste, et pour cela il fallait faire des coups d'éclat. Alors qu'avec cette loi, c'est un amendement qui a été donc apporté par le gouvernement. Certes, politiquement c'est très important, mais il faudra expliquer aujourd'hui aussi à notre communauté, à nos auditeurs, pourquoi ce choix alors que, justement, politiquement, peut-être que la portée sur le plan national et international ne sera pas la même que en 2011-2012. Bon, je crois que de toute manière, il fallait faire avec la décision du Conseil constitutionnel, et Mourad l'a bien rappelé. Nous étions soumis à un certain nombre de contraintes juridiques extrêmement fortes, dues à la première décision du Conseil constitutionnel en 2012, dues également à la décision du Conseil d'État en 2013, et qui restreignaient nos possibilités d'arriver à un texte susceptible de répondre à nos aspirations en ce domaine, en qualifiant et en condamnant le négationnisme du génocide arménien. Donc le chemin était très très étroit, mais ce qui était important pour nous dans ce texte de loi, ce sont deux choses. C'est que premièrement, comme l'a souligné Mourad Papazian, c'est une victoire politique. Pour la première fois, il y a un engagement de la France en tant que par l'intermédiaire du gouvernement, mais c'est donc un engagement de la France sur la nécessité de pénaliser le négationnisme du génocide arménien. Ça a été rappelé également par la ministre qui a défendu le texte hier à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une victoire politique très forte qui s'inscrit d'ailleurs dans la suite de toute une série de victoires politiques, notamment au mois de juin, qui se sont concrétisées par le vote du Bundestag, par le plan international, la visite du pape. Donc il y a quand même quelque chose qui est important et qui vient d'être renforcé par le vote d'hier. Et puis, indépendamment de ça, c'est aussi une victoire sur le plan juridique, parce que même si on peut légitimement s'interroger sur la portée réelle de cette loi, dans la mesure où, quand je dis portée réelle, dans sa faculté à nous défendre du négationnisme, véritablement dans la mesure où elle est conditionnée à un certain nombre d'exigences, en même temps, on ne pouvait pas faire dans l'état du droit, et compte tenu du contexte et compte tenu des arrêts précédents du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, il fallait trouver un chemin, et ce chemin-là est important.
Il faut rappeler que ce négationnisme du génocide arménien sera condamné dans la mesure où, en tant que tel, il est porteur de racisme ou d'incitation à la haine et à la violence, ce qui n'est pas le cas pour le négationnisme de la Shoah, parce que lui a été le génocide des Juifs a été sanctionné par une juridiction internationale, donc il y a quelque part il y a une décision de justice qui permet d'avoir une articulation. Enfin ça, Armen Kouyoumdjian, notre avocat, nous l'expliquera bien mieux que moi. Mais bon, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une avancée extrêmement importante. Je pense qu'il faut vraiment pas bouder notre plaisir, il faut pas crier victoire trop tôt non plus, parce que bon, il y a encore des étapes et on a été quelque peu échaudé, mais c'est une victoire de l'ensemble c'est un combat qu'on a commencé il y a 10 ans, c'est une victoire de l'ensemble de la communauté arménienne et plus loin de la nation arménienne contre un négationnisme turc qui ne fait depuis des semaines et depuis notamment le 100e anniversaire du génocide que reculer sur cette question-là. Sa position devient de plus en plus intenable et ce qu'on a vécu hier confirme cette sensation-là. Armen Kouyoumdjian, justement, la sécurisation de ce texte, on ne comprenait pas trop longtemps pourquoi on ne pouvait pas trouver une autre sortie, une autre issue à cette question, et finalement on en a trouvé une. Donc pourquoi, qu'est-ce qui fait que la sécurisation de ce texte était compliquée? Certes, on ne revient pas au texte précédent, on fait pas un copier-coller, mais pourquoi on ne trouverait pas une autre issue? Pourquoi on a attendu si longtemps pour trouver cette issue-là, cette fenêtre pour pouvoir justement faire entrer la question du génocide arménien et sa négation dans un cadre plus global? Tout simplement parce qu'on a déplacé le curseur là où il fallait, c'est-à-dire sur le véritable problème qui est la signification du négationnisme et ce qu'il exprime. Jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la loi Guesso qui sanctionne et pénalise le négationnisme de la Shoah, ou l'ancien projet l'ancienne proposition de loi Boyer qui se référait à la loi de 2001, le curseur de la réflexion c'était de on pénalise le négationnisme pour les génocides qui ont fait l'objet alors soit d'une sanction par une juridiction internationale, ce qui était le cas du tribunal militaire international de Nuremberg pour la Shoah, soit d'un génocide qui a été reconnu comme tel par la loi, c'était la loi de 2001. Et le Conseil constitutionnel a invalidé la loi qui pénalisait la loi Boyer, qu'on a appelée la loi Boyer, parce que justement il renvoyait à une loi votée par le Parlement en 2001 qui, elle, était dépourvue de normativité. Donc à partir de là, il a dit je ne reçois pas cette loi, et il est resté, si vous voulez, un peu ancré sur la question de la nécessité pour pénaliser un négationnisme qu'il y ait une juridiction internationale qui ait tranché cette question. Or, ce n'est pas ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas ce que dit la décision cadre, et le gouvernement, par son amendement, a pris acte de cette évolution et a déplacé le curseur. Alors, ce curseur, il a été également déplacé par le Conseil constitutionnel, et c'est pour ça que nous avons quand même des motifs de penser que le Conseil constitutionnel n'ira pas à se contredire, parce que le Conseil constitutionnel reconnaît clairement que quand on pénalise le négationnisme de la Shoah, c'est parce que le négationnisme de la Shoah est implicitement un acte antisémite. Et ce que dit la loi, c'est qu'il peut y avoir le projet de loi, l'amendement qui a été voté hier, c'est qu'il peut y avoir un négationnisme pour d'autres crimes contre l'humanité, même s'il n'y a pas eu de juridiction internationale qui s'est prononcée sur la question et qui a qualifié les événements comme tels. Simplement, à vous de démontrer que derrière cette expression se cache une intention, une incitation à la haine raciale, une incitation à la violence, et à partir de là, si vous voulez, le travail sera pour nous de démontrer que effectivement derrière ce négationnisme, il y a effectivement ce négationnisme d'État et un racisme anti-arménien qui est développé à tous les niveaux de l'État en Turquie et qui se propage, qui se diffuse en France par des porte-voix, des courroies de transmission que l'on connaît bien. Qu'est-ce que cela signifie si demain quelqu'un sur Internet ou dans une conférence ou à la télé dit le génocide arménien n'a pas existé, c'est un mensonge international comme l'a dit Perinček? Est-ce que cette loi protège les Arméniens? Est-ce que c'est du négationnisme? Ou
on va nous dire. Oui, bien sûr. Mais, et comment détecter le facteur, si je puis dire, de haine ou de violence, d'incitation à la haine? Il faudra bien évidemment s'atteler à expliquer l'expression, sa signification. Quand vous dites que le génocide arménien est un mensonge, vous accusez directement les Arméniens qui revendiquent effectivement, qui invoquent cette question du génocide, et vous les traitez de menteurs, et donc vous provoquez à leur égard un sentiment de haine, puisque ce sont des menteurs et de violence, et voire même vous pouvez développer sur une incitation à la haine raciale. Donc de ce point de vue-là, clairement, donc la loi décrypte clairement les manifestations d'incitation à la haine. Chaque juge qui sera saisi devra interpréter les propos, et quand je vous dis qu'on a déplacé le curseur, on ne cherche pas à savoir s'il y a eu une juridiction internationale qui s'est prononcée pour qualifier telle ou telle juridiction. On recherche le sens de cette expression négationniste. Incite-t-elle à la haine, incite-t-elle à la violence? Quand vous dites que les Arméniens sont des menteurs parce que le génocide n'a pas existé, vous incitez à la violence et à la haine contre les Arméniens. Et vraiment, il a fallu, quand on regarde l'arrêt Perinček, et on en rediscutait encore récemment, mais la Cour européenne des droits de l'homme est tout à fait dans ce raisonnement juridique, et elle l'a développé dans son arrêt du 15 octobre dernier dans l'arrêt Perinček. Simplement, quand on lui a dit il y a les mensonges internationaux, le génocide arménien est un mensonge international, elle a voulu y voir une interprétation extrêmement réductrice en disant oui, alors c'est effectivement, on accuse de mensonges, mais ce n'est pas les Arméniens qu'on accuse de mensonges, les Arméniens qu'il fallait protéger parce que ce sont des descendants de victimes, mais ce sont les puissances internationales, puisque mensonge international pour la Cour européenne des droits de l'homme, dans son interprétation à la fois souveraine mais totalement subjective, considérait que les Arméniens n'étaient pas ciblés. De même que quand elle a pris en considération la personnalité de Ogdoğu Perinček, qui est quand même le président du comité Talat Pacha, elle vous dit oui, effectivement, il est président du comité Talat Pacha. Ça veut dire certainement qu'il combat le génocide, conteste la réalité du génocide arménien, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est animé de sentiments de violence et de haine à l'égard des Arméniens. Je crois qu'il faut vraiment faire des acrobaties intellectuelles pour arriver à ce type de raisonnement, mais heureusement en France, il n'y aura pas toujours dans la juridiction qui sera saisie un juge turc qui pourra faire influencer la balance. Donc il y a un moment donné où il y aura un débat à mener devant les juridictions qui seront saisies et faire comprendre ce qu'est le négationnisme. Et c'est une tâche qui nous incombe, qui est difficile parce que tout le monde n'en a pas pleinement conscience, mais sur laquelle effectivement nous avançons et nous progressons énormément, puisque cette question fait l'objet d'appréhension beaucoup plus claire de la part à la fois des parlementaires, des gouvernants, mais également de l'opinion publique. Mounad Papazian, on parle aujourd'hui de ces... il y a des différences entre la loi Guesso, donc la Shoah, et ça a agacé évidemment et légitimement les Arméniens de ne pas être au même niveau, que leur génocide ne soit pas considéré de la même manière que la Shoah en termes de combat contre le négationnisme. Et là, on parle de crimes qui ont une certaine ancienneté, on parle de crimes qui ont une reconnaissance juridique par un tribunal international, par exemple. Et puis on fait cette remarque sur l'incitation à la haine et à la violence. Est-ce que s'il n'y a pas incitation à la haine et à la violence, est-ce que le fait que la loi soit reconnue en 2001 par la France, donc qu'il y ait une loi reconnaissant le génocide, est-ce que ce serait suffisant ou pas pour considérer désormais que la négation du génocide arménien est un crime? Et je crois que Armen Kuyumcan a un peu répondu à cette question. Nous considérons que le négationnisme est porteur de racisme et d'incitation à la haine et à la violence. En réalité, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les députés qui se sont exprimés hier à l'Assemblée nationale ont insisté sur ce point-là, c'est-à-dire le négationnisme porteur de haine, de racisme, de violence. Il y a eu plusieurs députés qui ont voulu que dans les débats parlementaires, il y ait une trace de la relation entre racisme et négationnisme. Je crois qu'il faudra à un moment donné, effectivement, à chaque fois que nous déciderons d'attaquer en justice les négationnistes, convaincre le juge, convaincre la Cour, effectivement, de cette relation
entre racisme, incitation à la haine et négationnisme du génocide arménien. Alors, si on s'appuie sur les cas précédents, des contestations qui ont été exprimées par le CDCA, la communauté arménienne de France, on a été face à des échecs parce que la législation française ne nous protégeait pas, justement. Est-ce que si on prend les mêmes exemples, ces mêmes exemples seraient aujourd'hui punis par la loi? Vous parlez du procès Lewis, par exemple, ou Gilles Weinstein. Par exemple. Je ne sais pas, il faut qu'on regarde, c'est un peu frais, mais je pense que il faut pouvoir étudier à la lueur du projet de loi qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale si effectivement ces cas sont concernés. C'est un peu tôt pour le dire. Mais c'est un projet de loi qui ne concerne pas les historiens. La question des historiens, elle est réglée depuis des décennies, voire presque une centaine d'années, par l'article 1382 du Code civil, celui de la responsabilité civile. L'historien a une obligation déontologique. Il a tout à fait le droit, à l'issue de ses travaux, de ses recherches, de conclure que le génocide arménien n'a pas existé. Mais s'il le fait, il est obligé, pour des raisons déontologiques et d'objectivité, parce que justement, il a cette obligation, de préciser que l'écrasante majorité des historiens et le monde scientifique sur cette question-là considère, elle, qu'il y a un génocide, et il est obligé d'expliquer pourquoi il est en désaccord avec ce raisonnement et ces analyses qui lui sont contradictoires, et à partir de là, il se ridiculise. Donc, c'est pour ça que la question des historiens est réglée depuis longtemps, et Bernard Lewis, qui a été condamné en 95, je crois, n'a jamais fait appel de sa décision. Il en était parfaitement conscient. Donc, après, restera effectivement les autres procédures, et ce sera du cas par cas. Et on verra en fonction de chaque procédure s'il y aura lieu de statuer. Voyons les aspects politiques de cette loi. On n'est pas au bout de nos efforts, parce qu'il y a encore le Sénat. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Je parlais tout à l'heure de risque. Est-ce qu'il y a un risque de blocage quelque part? On n'a pas entendu encore la Turquie sur cette question, pour l'instant. Qu'est-ce qui peut se passer à la Toragnan d'ici le mois de septembre, l'adoption de la loi, l'adoption ou l'examen de ce projet de loi au Sénat? Écoutez, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ce qui est sûr, c'est que la Turquie va probablement, on sait même qu'elle a déjà agi sur les autorités pour essayer d'empêcher ce texte d'être discuté. La pression turque est permanente, non seulement sur les autorités françaises, mais sur le plan international, contre toute loi qui touche au génocide arménien, que ce soit des lois de reconnaissance ou a fortiori des lois de pénalisation du négationnisme. Donc on sait que depuis des années, et notamment depuis 2008, où ça a été quasiment officialisé par Gül au moment où il était ministre des Affaires étrangères, que la pénalisation du négationnisme, que la lutte contre ce qu'ils appellent, eux, les Turcs, les allégations de génocide arménien constituent une priorité de leur politique étrangère. Donc il y aura probablement un poids accru des autorités turques avec le chantage qu'on connaît, le chantage qui est à la clé, qu'on a vu dans différents cas de figure. Je ne vais pas rappeler les choses là-dessus. Au niveau de la scène française, il y a eu quand même une indication importante hier, et on l'avait également décelé au moment de la loi Boyer, c'est qu'en tous les cas, sur la scène politique, à l'Assemblée nationale, aucune force ne s'est prononcée contre ce texte. On a eu, dans les deux cas, unanimité. J'étais frappé de voir qu'au moment de la loi Boyer, pas un député ne s'était élevé contre le principe de cette loi. Il a été discuté de ses modalités, de son écriture, de sa conformité, etc. De questions techniques, mais pas sur le plan politique. Sur le fond, rien n'a bougé. Et on a eu exactement la même chose hier, avec aucun député sur les 577 qui se soit opposé opposé au texte, et on a eu un vote unanime. Donc ça traduit quand même une situation qu'il faut peut-être renvoyer aussi à la scène internationale. On a une Turquie qui est de plus en plus rejetée, qui est dans une dérive autoritaire. On a une situation avec les chrétiens d'Orient qui a remis à l'ordre du jour la question génocidaire et la question en particulier du génocide arménien, dont
les exactions aujourd'hui constituent une forme d'écho bien atténuée par rapport à ce qu'ont vécu bien entendu les Arméniens en 1915. On a un djihadisme de plus en plus fort qui se manifeste et qui touche au cœur les sociétés occidentales. Et face à cette situation politique générale, je crois qu'il y a une conscience il y a une réflexion qui progresse au cœur des démocrates européens qui est dans l'idée qu'il faut réaugmenter les normes internationales de protection de nos sociétés contre le racisme, contre ce type de violence. Et je crois que la loi qui a été votée hier s'inscrit tout à fait dans cette logique de fond, dans cette réflexion-là. Et c'est en cela où on n'est plus en effet dans une configuration de loi mémorielle, mais on est dans une configuration de loi sociétale. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit sur le racisme. Rappelons quand même que le génocide est le stade suprême du racisme, que le négationnisme est en tant que tel un élément dispositif et constitutif du génocide. C'est son volet politique, d'ailleurs ça a été rappelé hier dans les débats, et donc il y a une équation claire entre le génocide, le négationnisme et le racisme qui participent d'un même ensemble et d'une même dynamique de destruction, indépendamment du fait, comme l'a rappelé Armen également tout à l'heure, Armen Kouyoumdjian, que le négationnisme, c'est aussi une accusation publique de mensonge contre l'ensemble des fils des victimes. Moulad Papazian, revenons sur, parce qu'on s'étonne un petit peu de voir que la Turquie ne bouge pas pour l'instant. Les députés adversaires qui étaient assez actifs, même si Ala Touranian nous a rappelé que, au fond, personne ne mettait en cause le génocide arménien, mais on parlait souvent du besoin de ne pas frustrer la Turquie, allier, etc. On parlait de cette loi de pénalisation de la négation en disant que c'est pas le moment. Il y avait plusieurs arguments en fait, mais au fond vous avez raison, c'était pas le sujet du génocide, mais la Turquie ne peut pas rester sans bouger. Hier on a vu qu'il n'y avait pas d'adversaire. On se prépare quand même à quelque chose. Que peut faire la Turquie? Mais la Turquie bouge. Je voudrais juste rappeler, dans la continuité de ce que vient de dire Ala Touranian, que ce projet de loi s'inscrit dans le texte égalité et citoyenneté, qui est débattu depuis lundi en fait à l'Assemblée nationale, et le gouvernement a voulu le faire sortir effectivement de son statut supposé ou de loi mémorielle pour l'inscrire effectivement dans un texte de société, pour lui donner la même force que des lois antiracistes ou contre l'antisémitisme et le négationnisme des génocides et des crimes contre l'humanité et de l'esclavage, en fait, rentre dans le cadre d'un texte qui est un texte de loi important, un projet de loi important du gouvernement, une position politique forte. La Turquie continue, d'ailleurs, vous savez, le combat qui nous oppose depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans maintenant. 2006, la première fois, 18 mai 2006. Depuis 10 ans, en fait, est un combat contre la Turquie, contre la communauté arménienne de France. En fait, les Français d'origine arménienne n'ont pas réussi jusqu'à hier à mettre en place un dispositif législatif pénalisant la négation du génocide arménien, notamment parce que la diplomatie turque s'était déployée très fortement en France et dans un certain nombre d'États européens. Donc ne nous trompons pas, je vais vous dire quelque chose. En fait, avant-hier, pendant 15 minutes, il n'y avait plus de projet, il n'y avait plus de texte. Avant-hier, pendant 15 minutes, le gouvernement avait retiré son texte. Le gouvernement. Pendant 15 minutes, le Quai d'Orsay avait demandé, en fait, que le texte soit retiré. Parce qu'il y avait une pression très forte de la Turquie, qui était intervenue en disant « Vous ne pouvez pas nous faire ça le jour où il y a eu l'attentat en Turquie. La Turquie est en deuil. Vous ne pouvez pas nous faire ça. C'est un acte inamical de la part de la France. » Et donc, le Quai d'Orsay a pesé très fort, mais c'est son métier. C'est la vocation du Quai d'Orsay, ne soyons pas choqués, quel que soit le gouvernement, de faire ça. Et le président de la République a tenu bon et a tenu à ce que le texte soit présenté, malgré tout, en fait, donc hier. Donc la Turquie utilise des moyens très différents en fonction des moments, des situations, etc. Aujourd'hui, nous n'entendons pas encore, parce qu'elle a compris que il y avait une espèce de contre-productivité à réagir de manière extrême à chaque fois, effectivement,
que le génocide arménien était reconnu ou qu'une loi était promulguée, le négationnisme, etc. Moi, je voudrais juste souligner que nous avons vraiment besoin de force, de soutien, de détermination pour gagner ce combat-là, qui n'est pas terminé. Et on a en face de nous la Turquie. C'est pas n'importe quel des États. C'est un État économiquement puissant, avec des ressources très fortes, une attractivité extraordinaire sur le plan international, deuxième armée de l'OTAN, avec le contexte syrien et moyen-oriental aujourd'hui, l'accord avec l'Union européenne, donc un acteur et même un partenaire incontournable pour les pays européens, et malgré tout, nous réussissons. Et nous réussissons après avoir tenu 10 ans, 2006, 2016. Il faut tenir malgré tous les combats, les déceptions qu'on a pu avoir, les joies et les déceptions après. Et je dois dire que nous n'avons pas le même souffle, ni les mêmes moyens, ni les mêmes alliés, ni les mêmes ressources économiques, ni les mêmes moyens financiers que la Turquie. Et pourtant, nous gagnons régulièrement tous ces combats-là. Et je dois dire que le combat n'est pas terminé, même si c'est une victoire très très importante à l'Assemblée nationale hier, parce que c'est une position du gouvernement français qui a été soutenue par l'ensemble de la classe politique française, et qu'en septembre, il va falloir également préparer au Sénat pour que le texte soit voté. Et c'est important également de continuer à faire de la pédagogie, de l'information, du contact, mais dans les coulisses du Sénat, nous ne serons évidemment pas seuls. Et donc, il est important que la communauté arménienne parle, des Français d'origine arménienne parlent d'une même voix sur ce dossier, se soutiennent, donnent de la puissance au CCAF pour que ce texte puisse passer également au Sénat. S'il est voté conforme au Sénat, de la même manière, tout le texte égalité et citoyenneté revient à l'Assemblée nationale, mais cette partie du texte n'est plus modifiable, en réalité. Et après, il y aura peut-être la saisine du Conseil constitutionnel. On doit dire que beaucoup de parlementaires... Amendement par amendement ou sur l'ensemble de la loi ? Ce qu'ils veulent. Oui. Ce qu'ils veulent. Il suffit qu'une partie du texte soit envoyée devant le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse analyser ce qu'il veut dans le texte, en réalité. Et donc, il faut savoir également qu'un nombre important de parlementaires qui avaient saisi le Conseil constitutionnel en 2012 n'ont pas été réélus à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est important de le noter. Nous sommes en ligne avec Jean-Marc Germain, député, qui, avec d'autres, hier a brillé à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Germain, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez évoqué hier, vous êtes allé très loin dans l'histoire, vous avez évoqué les massacres hamidiens de la fin du 19e siècle, et vous avez à juste titre dit que si ces massacres, comme Jean Jaurès le souhaitait, étaient condamnés, probablement le génocide arménien n'aurait pas eu lieu, et puis la Shoah non plus, par conséquence. Donc, aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à cette première victoire ? Écoutez, je crois que c'est un moment très important, et j'étais fier d'être dans l'hémicycle hier pour à la fois voter ce texte qui a été voté à l'unanimité, ce qui est rare, mais aussi pour rappeler l'histoire effectivement, parce que on est là à la fois sur la question de la reconnaissance du génocide, il faut mettre un nom sur ces massacres, et la France l'a fait en 2001, mais il faut aussi avoir des sanctions pour ceux qui nient la réalité. C'était l'objet du texte d'hier. Il faut vraiment pénaliser le négationnisme. Ce que j'ai dit hier d'abord, c'est que j'ai rappelé que le 3 novembre 1896, c'était un jeune député élu d'à peine plus de 3 ans, qui s'était levé alors même que la classe politique, non seulement française mais européenne, refusait de reconnaître le caractère génocidaire de ces 200 000 personnes qui avaient été massacrées. Il avait eu le courage de le faire, il était bien seul, et qu'effectivement, s'il avait été écouté, les choses, j'en suis convaincu, et le cours de l'histoire aura été bien différent. Donc, voter ce texte, c'est d'abord un devoir d'avenir, éviter qu'il y ait d'autres génocides qui se reproduisent.
Et évidemment, on est très inquiet quand on voit ce qui se passe en Syrie notamment et en Irak avec les yézidis, les chrétiens et d'ailleurs les Arméniens à nouveau dans certains cas. C'est ce que j'ai voulu dire hier, mais c'est aussi un devoir de mémoire parce que je crois que toutes ces femmes et ces hommes qui sont mortes dans des conditions atroces simplement par haine de l'autre, par des théories raciales, ethniques. On leur doit aussi, je crois, d'aller jusqu'au bout de la démarche, reconnaître le génocide, les génocides, et pénaliser ceux qui le nient. Ce qui était fort aussi hier, et moi c'est ce qui m'a toujours séduit dans le combat que mènent les Arméniens pour la reconnaissance par tous du génocide, c'est que c'est un texte qui portera aussi sur les crimes de guerre, qui portera aussi sur la négation des malheurs qu'a créé l'esclavage, et donc il a un caractère universel. Alors les Arméniens ont toujours porté dans leur combat pour le génocide et la reconnaissance du génocide des Arméniens un combat universel, et notamment moi chaque fois que je vais à des colloques sur ces questions-là, sur la question du génocide au Rwanda par exemple, qui est d'actualité, les Arméniens sont là et portent ce combat pour des valeurs universelles. Je crois que ce moment est très important pour la France, mais aussi pour le monde. Merci Jean-Marc Germain, merci pour cette participation à notre émission Cartes sur table. Nous poursuivons cette discussion, nous aurons dans quelques instants Patrick Devedjian avec nous. En attendant, une question très importante, la Turquie et les Turcs, parce que la société bouge, il y a des demandes, on a vu au dîner du CCF, cette représentante de la Commission des droits de l'homme d'Istanbul, des gens braves, courageux. Est-ce que cette loi va les gêner dans leur action ou au contraire, elle permettra aux gens, comme cette dame de la soirée du CCF, de se libérer davantage à Ratoragnan? Oui, je crois que plus on marque des points à l'extérieur et plus en réalité on renforce à l'intérieur le camp des droits de l'homme en Turquie. On n'est pas du tout dans la situation, dans le cas de figure où un certain nombre de personnes au début des années 2000 nous expliquaient que la reconnaissance du génocide risquait à l'extérieur par un pays comme la France, risquait à l'intérieur de la Turquie de freiner l'évolution des mentalités, que ça risquait de bloquer les choses, etc. Ce qui était l'argument employé par un certain nombre de personnes. Elles sont pour la plupart revenues sur cet argumentaire et très très largement. Et au contraire, on voit bien que aujourd'hui, c'est la pression internationale exercée sur la Turquie qui renforce à l'intérieur le camp des défenseurs des droits de l'homme et de l'opposition. D'une manière totalement indubitable, ça fait avancer les choses. Comment d'ailleurs la société turque, avec la série de gestes, d'actes qui ont été opérés au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, au fur et à mesure qu'il y a une reconnaissance ici, qu'il y a une pénalisation du négationnisme là, qu'il y a une déclaration de telle ou telle sommité politique des droits de l'homme, grande personnalité comme le pape qui avance dans cette direction, comment ça ne finirait pas par ébranler à la fin les certitudes ancrées dans une population turque qu'on a essayé, que les autorités ont voulu entretenir dans l'ignorance, voire même dans la haine du peuple arménien. Donc les lignes sont effectivement en train de bouger. Ce n'est pas du tout une lutte, la lutte que nous menons, elle est très claire, elle n'est pas du tout dirigée contre le peuple turc. Et il y a aussi aujourd'hui de plus en plus d'élites turques absolument remarquables, il faut le dire, de personnalités extrêmement courageuses. On l'a vu en particulier même dans les fils de l'émigration turque en Allemagne, qui étaient en première ligne pour la reconnaissance du génocide par le Bundestag. Donc les choses sont totalement en train d'évoluer. C'est même aujourd'hui en Allemagne des élites turques qui sont à l'avant-garde de ce combat. Ça participe et ça renvoie à ce que vient de dire Jean-Marc Germain sur le caractère essentiellement universaliste et juste du combat qui est le nôtre. Nous sommes en ligne avec Patrick Devedjian. Monsieur Devedjian, bonjour. Bonjour. Vous y étiez, vous, certainement hier dans l'hémicycle. Cela fait, même si le CCF et toute la communauté portent ce combat pour la reconnaissance d'une part, contre le négationnisme d'autre part, vous êtes dans ce combat depuis des décennies. Je me
je peux vous poser la question sur vos sentiments, vous, ce jour-ci, hier, à l'Assemblée nationale. Bon, pour moi, c'est un combat continu, il n'est jamais terminé, et je n'ai jamais envie de triompher. Chaque fois, c'est une étape, et on a le combat continue. Hier, évidemment, c'était une étape importante. Je serai plus rassuré quand on aura franchi le barrage du Conseil constitutionnel, ou quand on aura subi sur le sujet une QPC, mais ce qui est important malgré tout, et ça c'est ce que disait tout à l'heure Arat Oranian, je suis entièrement d'accord avec lui, plus dans le monde la reconnaissance du génocide arménien fait évidence, plus l'opinion publique turque, qui est maintenant non plus une opinion qui était cultivée sous cloche comme autrefois, mais au contraire en connexion avec la galaxie mondiale des médias, plus l'opinion publique turque, évidemment, se convainc elle-même progressivement et évidemment sous l'action de ses propres élites de la réalité de ce génocide et de la folie de la dénégation. Et par conséquent, le combat pour moi il se terminera que le jour où un gouvernement turc reconnaîtra au nom de la nation turque ce qui s'est passé. Alors, sur le plan politique, on a vu même parmi vos collègues Monsieur Lelouch qui, sur le fond, était d'accord pour ce combat, mais sur le plan du droit, et vous qui êtes avocat, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques malgré tout, malgré ce changement de cette option qui a été prise pour combattre le négationnisme en France? Je pense que ce sera très difficile pour le Conseil constitutionnel d'annuler ce texte, d'abord parce que c'est un texte à vocation universelle. Il n'y a pas de dimension communautaire. Alors c'est vrai, parfois même ça dérange un peu les Arméniens. Les Arméniens ne sont pas cités en tant que tels dans le texte de la loi, mais la loi les recouvre et recouvre la pénalisation de la négation du génocide. Mais elle recouvre aussi beaucoup d'autres choses et d'atteinte à la dignité humaine à travers la négation des crimes contre l'humanité. Donc, pour le Conseil constitutionnel, c'est un texte qui a une dimension universelle. C'est assez difficile, je crois, pour lui, de le nier. C'est d'autant plus difficile que, franchement, quand on regarde le contexte de l'annulation de la loi précédente sur la pénalisation du génocide, et qu'on lit à travers le livre de l'ancien président du Conseil constitutionnel, ce qui l'a en particulier motivé, parce qu'il a été comme président moteur dans le rejet de ce texte, eh bien on voit vraiment qu'on atteint la dérision, hélas, pour la plus haute juridiction peut-être de France, on atteint la dérision. Et donc, je pense que le Conseil constitutionnel aura sans doute envie de réparer ça. Alors, vous faites allusion à M. Debré, ex-président du Conseil constitutionnel, qui, rappelons-le, le 18 mai 2006, n'a pas amené le débat jusqu'au bout pour permettre aux députés présents dans l'hémicycle de voter le projet de loi examiné jusqu'au bout, mais pas voté justement, et il est parti presque en courant de cette Assemblée nationale à l'époque. Merci oui. Patrick David-Jean pour votre intervention, et nous poursuivons avec nos invités justement la portée de cette loi. Nous sommes les Arméniens de France dans cette société, nous voulons et nous souhaitons être considérés comme membres de cette communauté nationale. Une loi qui vise les Arméniens d'une manière particulière, ou une loi qui s'inscrit dans cette, non pas comme une loi mémorielle, mais sociétale, est-ce que ça a un avantage particulier à l'égard des autres Français que nous ne distinguions pas par une loi justement qui nous met à l'écart? Moulad Papazian. Je veux vous rappeler en fait qu'au départ de ce combat, nous militions pour l'extension de la loi Guesso à tous les crimes contre l'humanité et les génocides. Ça n'a pas pu être possible pour un certain nombre de raisons. Mais évidemment, l'important c'est que nous puissions avoir un mécanisme juridique qui puisse nous protéger
contre les négationnismes. Or, il y a eu une première tentative avec la loi Boyer de citer le génocide arménien, de focuser sur le génocide arménien. Il fallait, avec cette deuxième tentative, que nous puissions sortir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2012 et de trouver un autre chemin. Il se trouve que cet autre chemin correspond avec une vision plus universaliste, plus universelle, et qui nous permet de nous resituer, non pas dans un cadre mémoriel, mais dans un cadre sociétal, à l'exemple de la pénalisation du racisme, de la pénalisation de l'antisémitisme. Il y aura aujourd'hui la pénalisation de la négation des génocides et des crimes contre l'humanité, dont le génocide arménien. Et donc je crois que c'est un beau combat, en fait, c'est une belle loi qui nous permet effectivement de nous situer dans un cadre plus large, dans un cadre de société. Après, comme le disait Almen Kouyum-Jean tout à l'heure dans sa belle analyse juridique, il faudra se battre devant les juges pour effectivement expliquer que le négationnisme est un racisme. Voilà, il faudra porter cette argumentation juridique, mais on savait bien également que cette loi adoptée, si demain il y avait des négationnistes, on les attaquerait devant les tribunaux et à chaque fois convaincre les tribunaux. Donc on rentre effectivement dans une démarche qui se judiciarise de plus en plus. À nous après de faire les choix qui s'imposeront au moment où des négationnistes apparaîtront sur la scène française. François Pupponi est en ligne avec nous, député. Monsieur Pupponi, bonjour. Bonjour. Vous évoquiez hier, oui, cette loi, sa nécessité, mais également cet effort entrepris par les Arméniens un peu partout en France pour éveiller en vous la conscience universelle, cette même conscience universelle dont parlait Jean-Marc Germain tout à l'heure. C'est un combat que vous avez accompagné depuis très longtemps. On va expliquer la portée de cette loi, mais je ne peux pas ne pas vous aussi vous poser la question sur vos sentiments, parce que vous êtes dans ces combats depuis très longtemps. Et c'est un début d'aboutissement peut-être aussi pour vous. Oui, à la fois c'est un début d'aboutissement, c'est l'aboutissement de longs combats, mais pourquoi moi j'ai épousé ce combat? Et d'ailleurs je crois que c'est Patrick Devedjian qui le disait hier dans l'hémicycle, c'est que parce que j'ai beaucoup d'amis arméniens, ils ont été capables, mais un peu comme l'ont fait aussi les Antillais par rapport au problème des descendants de l'esclavage, ils ont été capables les uns les autres de nous expliquer leurs souffrances et leurs douleurs. Et c'est quand on a pris conscience de cela, parce que quand on parle du génocide, quand on le lit dans les livres, tout ça est parfois très compliqué à conceptualiser, à comprendre. Mais quand vous rencontrez, quand vous vivez quotidiennement avec des gens qui ont en eux cette souffrance, cette douleur, cette blessure, ce drame, là vous prenez conscience. Et surtout, les Arméniens de France ont fait prendre conscience à la France qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On ne pouvait pas, dans notre pays, uniquement accepter que la négation de la Shoah était pénalement répréhensible, et que les autres génocides ne l'étaient pas pénalement. Il y a une espèce d'erreur juridique et historique dans notre pays. Et on ne peut pas vouloir dire qu'on est le pays des droits de l'homme et ne pénaliser qu'une seule sorte de souffrance. Les souffrances de tous les génocides doivent être considérées de la même manière. Et le premier génocide du XXe siècle ne pouvait pas être oublié. Alors la France a reconnu ce génocide, mais il y avait ce problème juridique, il y a ce problème juridique. Bon. Et donc c'est pour ça que moi j'ai dit hier que à la fois les Arméniens, mais également Victorin Lurel en tant que descendant d'esclaves, ont alerté la France, ont crié tellement fort leur souffrance que nous avons pris conscience que nous avions, nous, collectivement, au niveau national, nous n'avions pas géré un problème. Et c'est pour ça que ce combat, il est exemplaire, il est pour la mémoire, bien entendu, des victimes, mais il est aussi pour l'honneur de ce pays, qui est le pays des droits de l'homme. Voilà. Et c'est un combat qui est double. Par contre, là, je répète, moi, je suis à la fois très, très ému, très heureux de ce qui s'est passé hier, mais nous avons tellement été déçus après la saisine du Conseil constitutionnel et après la décision du Conseil constitutionnel, que tant que cette loi ne sera pas entrée juridiquement dans le droit français, je m'empêche de crier victoire. Voilà, je connais trop nos adversaires, et Patrick Devedjian, lorsqu'il a lu hier le passage de M. Debré par rapport à cette décision, je suis horrifié que la plus haute juridiction de notre pays ait pu juger, non pas juridiquement, mais en opportunité, et ce qui est très insultant en plus, moi je le dis, ce qui est très insultant,
c'est qu'on puisse considérer que les élus que nous sommes, nous le faisons par intérêt électoral. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Donc, Justement, on le fait. Bruno Le Roux le rappelait hier en disant, en faisant comprendre que dans sa circonscription, il serait peut-être plus intéressé de ne pas accompagner ce combat arménien parce que son électorat n'est pas forcément beaucoup plus arménien que probablement turc. Mais bien entendu, c'est sûrement, et c'est mon cas aussi. Mais à un moment, quand on est élu, quand on est député, quand on représente le peuple français, on prend des décisions, non pas par rapport à son intérêt personnel, on prend ces décisions parce qu'on pense que c'est bien pour notre pays, c'est bien pour la France, c'est bien pour un certain nombre de nos concitoyens. Et je répète que la plus haute autorité, je veux dire, judiciaire juridique dans notre pays puisse considérer qu'on le fait par intérêt personnel et qu'on le dise, moi j'ai été outré, mais voilà. Mais ce qui veut dire que, entre guillemets, les adversaires de cette cause, ils sont nombreux et partout. Voilà. Et donc, il faut maintenant être attentif. Alors, justement, François Pupponi, est-ce qu'on a exercé des pressions à votre égard, vous et vos collègues députés, avant cette journée d'hier? Non, sincèrement, moi, j'ai reçu aucune pression. Enfin, peut-être que aussi certains savent que c'est pas la peine de nous mettre la pression parce qu'on ne subit pas ces pressions. Depuis des années, on a essayé de nous expliquer qu'il fallait pas le faire. On n'a jamais baissé la garde sur ce combat. Donc, mais moi, j'ai pas reçu de pression. Par contre, ce que je sais, c'est que les pressions diplomatiques ont dû être terribles dans les dernières heures avant ce texte. Et moi, je voudrais vraiment saluer le courage de ce gouvernement et du président de la République qui s'est personnellement impliqué dans ce dossier et qui a voulu respecter son engagement et sa parole. Il faut le souligner pour que justement, voilà, tout le monde à un moment a assumé, y compris quelles que soient les pressions, les risques éventuels diplomatiques. Tout ça a été balayé de la main et on a assumé. Et la France a assumé politiquement un choix qui est un choix vraiment qui est un choix important pour nous, pour notre pays, pour les Français d'origine arménienne, mais plus globalement qui permet à la France de continuer quelque part à être un phare pour l'humanité, c'est-à-dire de montrer la voie. Et ça, c'est le rôle de la France. Alors, je répète, attendons de voir ce qui va se passer au Sénat. Ça va aller vite puisque il n'y aura qu'une seule lecture par rapport au Sénat, puisqu'on est en procédure un peu d'urgence. Et surtout, espérons que cette fois, dès lors que le texte concerne les génocides, l'esclavage, les crimes contre l'humanité, personne n'aura l'indécence de saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte-là. Et si, malgré tout, certains ont l'indécence de saisir le Conseil constitutionnel, eh bien, j'espère que la plus haute autorité fera en sorte que oui, que dans notre pays, on ne puisse pas mettre en cause les génocides, l'esclavage, les crimes contre l'humanité. Si en France, le pays des droits de l'homme, n'importe qui a le droit de dire que des génocides n'ont pas existé, que l'esclavage n'a pas existé, que les crimes contre l'humanité n'est pas vrai, qu'on peut banaliser tout ça, alors on pourra s'interroger sur ce qu'est devenu notre pays. Merci François Pupponi. Alors, une question à Albin Kulumjian. On parle de termes de banalisation, de minorer les faits, de rejeter ou de nier. Quelles sont les différences techniques que la loi nous fait comprendre par rapport à ce vocabulaire? Mais, comme vous le savez, le négationnisme, c'est une sorte de délit intelligent, si vous voulez. Ça procède d'une logorée, d'une approche avec un vocabulaire parfois subtil qui consiste à inverser les propositions, à dire une chose sans véritablement l'avouer. Et donc il y a un certain nombre de nuances dans le propos qui peuvent amener effectivement à considérer qu'un propos n'est pas explicitement négationniste, il consisterait simplement à minorer, relativiser, etc. Et donc par le texte de loi, le législateur a voulu justement donner au juge la possibilité d'élargir son champ d'intervention et d'analyse pour voir si le propos, qui n'est pas nécessairement une négation brutale, n'en demeure, n'en recèle pas moins une intention, une incitation à la haine ou à la violence par des propos relativisants, minorants. Donc c'est pour permettre au juge justement d'accueillir le plus largement possible, si vous voulez, ce type de propos.
Et ça s'inspire également, pardonnez-moi, de la jurisprudence issue de la loi Guesso, puisque effectivement, la loi Guesso ne l'avait pas prévu en elle-même, mais la jurisprudence a accompagné le mouvement en disant que effectivement la minoration, outrancière, etc., fait partie d'un négationnisme. Alors, on a vu, c'est vrai que quand on parle ça a été dit tout à l'heure, des attentats à Istanbul, préservez-nous, c'est pas le moment de déposer cette loi, etc. Ça peut se comprendre. Et puis, on peut en jouer même du côté turc. Alors, on a vu en Allemagne que Merkel, qui avait des négociations très difficiles avec Erdogan sur la question des réfugiés, malgré tout, le Bundestag a su se relever et faire son travail. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans ce même registre, malgré les pressions. Vous l'avez dit, François Hollande a tenu bon. Est-ce que la France et l'Allemagne ensemble, donc les grandes nations de l'Union européenne, sont en train de dire à la Turquie, vous n'êtes plus la Turquie d'hier et nous ne sommes plus les États d'hier. C'est-à-dire que dans ces échanges avec la Turquie, on a compris que les pressions ne marchent plus, aussi bien sur le plan commercial économique que politique et de géopolitique. Est-ce que c'est une nouvelle étape des relations avec la Turquie qui s'ouvre avec ces lois qui imposent ce changement de comportement? Voilà, Touragnon. J'aimerais bien y croire. C'est très difficile à dire puisque il y a quand même des enjeux économiques, commerciaux énormes. Et on est vraiment dans notre situation, dans un combat entre le pot de fer et le pot de terre. Et dans une sorte de David et Goliath, nous, les principes, la défense des droits de l'homme, et de l'autre côté, la réelle politique des intérêts commerciaux qui n'ont jamais abandonné leurs droits. Donc le combat sera toujours extrêmement difficile, il faudra toujours être extrêmement vigilant, on ne peut pas présager de l'avenir. Une chose est sûre, c'est que il semble quand même que le vent est en train de tourner depuis un certain nombre de temps, je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, et que les démocraties, les grands États, à travers, c'est la lecture que j'en fais à travers les dernières prises de position, semblent de moins en moins enclines à négocier leur honneur sur des questions qui touchent véritablement à une dimension aussi énorme que le génocide arménien, que le génocide. Quand on commence à montrer de la complaisance sur le négationnisme, aujourd'hui on est dans une situation, on est dans un monde extrêmement ouvert, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les moyens d'information, qui fait que ça devient de plus en plus difficile à assumer pour un certain nombre d'États qui ont mis les valeurs des droits de l'homme au cœur de leur idéologie nationale. Ça a été notamment le cas, et ça a été très évident et frappant avec la décision du Bundestag, on connaît tout le travail de l'Allemagne par rapport à la Shoah, toute la repentance, toutes les réparations. Donc ce modèle-là est en train de plus en plus de devenir de plus en plus résistant face à la corruption que tente de répandre le négationnisme et la position de l'État turc qui devient de plus en plus intenable sur une scène internationale qui est quand même de plus en plus exigeante envers les valeurs de démocratie, de droits de l'homme, et c'est le sens de l'histoire. On va dans cette direction quand même, et heureusement. Oui, je pense qu'il faut revenir sur le cas du Bundestag. On a salué effectivement la décision des parlementaires allemands. C'est formidable, la reconnaissance, la co-responsabilité, un État dans lequel il y a 3 millions de Turcs, un partenaire important de la Turquie. Rappelons que c'est une initiative parlementaire en Allemagne, que le gouvernement s'est abstenu, que le gouvernement allemand n'a pas été partie prenante. En France, on est là dans une initiative du gouvernement, avec une prise de responsabilité au plus haut niveau de l'État. C'est important de le souligner. Et c'est important de souligner également le succès que nous sommes en train d'enregistrer en ce moment-là, puisque les pressions sont extrêmement fortes. Et c'est normal, dans l'État, il y a des structures qui sont là pour ça. Les ministères des Affaires étrangères dans chacun des États sont là pour préserver les relations diplomatiques d'État à État.
Et dans certains États, les ministères des Affaires étrangères pèsent plus lourd que d'autres, ou dans certaines périodes, pèsent plus lourd que dans d'autres périodes. Donc je pense que ce que les États, le message que les États passent aujourd'hui à la Turquie, et c'est un message sain, c'est celui de dire ne conditionnons pas nos relations commerciales et économiques à nos positions sur un sujet qui nous tient à cœur et qui relève effectivement des droits de l'homme, qui relève de la nécessité de reconnaître l'histoire, de la dignité humaine, etc. Et je crois que aujourd'hui, il est important, c'est également ce qu'on disait souvent, on disait dans tous nos manifs, nos meetings, nos interviews, il faut que les États amis de la Turquie aident la Turquie à digérer effectivement son histoire, à accepter son histoire. Là, on peut considérer, par exemple, que certains États, la France, l'Allemagne, par exemple, puisqu'on est dans l'actualité, aident la Turquie, qui est un partenaire de ces pays-là, à digérer et à contourner son histoire. Je dirais que, justement, d'autres États comme les États-Unis, par exemple, ou l'Angleterre, n'aident pas la Turquie à sortir de cette impasse-là. Et je crois que la Turquie elle-même ne cède pas aujourd'hui. Céder. S''AIDER. Donc je pense que, effectivement, je suis assez d'accord avec l'analyse d'Ara. On est en train, justement, mais aussi grâce à notre détermination, grâce à la détermination des communautés arméniennes à travers le monde, grâce à notre détermination, nous sommes en train également de passer une nouvelle étape. Parce que si nous avions cédé, à un moment donné, en 2012-2013, face justement à la décision du Conseil d'État ou face à la censure du Conseil constitutionnel, finalement, et ça aurait été humain, le CCAF avait décidé, écoutez, on n'arrive pas, abandonnons ce combat finalement. Et des voix se sont élevées dans ce sens-là pour nous dire, sortons de ce combat, plions l'affaire, c'est pas possible, il n'y a pas de voix, etc. Non. Nous avons tenu bon, nous avons réussi, nous avons raison d'avoir tenu bon. Je suis assez d'accord avec François Pupponi. Il faut attendre la fin du processus, qui est encore pas très long, mais le vote au Sénat, il n'est pas acquis. Il faut que nous construisions effectivement ce vote au Sénat, passer l'obstacle du Conseil constitutionnel, et ça aurait été une belle décision de la France. Alors avant de vous donner la parole à la Toragnan, je rappelle nos auditeurs que pour les 10 dernières minutes de cette émission, ils pourront nous appeler, vous poser leurs questions, avoir des commentaires au 01 43 53 20 74. 01 43 53 20 74. À la Toragnan. Non, c'est juste une petite réflexion qui me venait en complément de ce que vient de dire Mourad Papazian, avec lequel je suis bien entendu d'accord. C'est que paradoxalement, dans l'attitude des gouvernements allemands et français par rapport à la Turquie, qui est très souvent d'ailleurs une attitude qui personnellement m'irrite, qui a été une politique de main tendue vis-à-vis de la Turquie, en particulier dans son rapprochement avec l'Europe, puisqu'on a ouvert des chapitres, hier encore on a ouvert un nouveau chapitre, donc c'est quelque chose qu'on pourrait analyser comme étant à l'encontre de nos intérêts. D'ailleurs, moi je pense que de toute manière l'intégration de la Turquie en Europe est quelque chose qui ira fondamentalement contre nos intérêts, mais le fait que des pays comme l'Allemagne ou que la France, des gouvernements comme celui de la France ou l'Allemagne aillent quand même dans cette direction, ça leur donne d'autant plus de crédibilité, ça leur donne un bras de levier sur la Turquie d'autant plus fort quand elle parle de questions relatives au génocide arménien, et là effectivement elles peuvent influencer et pousser ce pays dans la grande tâche de révolution des mentalités qu'il doit à un moment donné affronter. Ce ne sont pas des ennemis par définition de la Turquie qui lui donnent la leçon, ce sont au contraire des amis qui essayent de l'accompagner dans des processus d'évolution qui lui font la leçon sur une question de droits de l'homme fondamentale avec laquelle ils ne peuvent pas transiger, y compris au prix de leurs intérêts économiques les plus importants. C'est quand même très très fort et c'est une leçon ça, sur laquelle il faut effectivement méditer et réfléchir, ce qui ne nous empêche pas de continuer de nous opposer en tout état de cause à l'entrée de cette Turquie négationniste dans l'Europe, bien entendu. Armen Koumjian. Oui, on parle à juste titre du rôle que devraient jouer ou jouent les alliés de la Turquie par rapport à cette question de la reconnaissance, mais je crois que le point le plus essentiel, c'est ce qui se passe en Turquie même et la société civile turque. Et depuis quelques années, je crois que c'est dans le sillage de
du mouvement semé par Hrant Dink, il y a véritablement une prise de conscience d'une partie de la société, au début ultra minoritaire, il est vrai, mais de plus en plus importante, parmi certaines élites intellectuelles également, qui est relayée effectivement par des associations des droits de l'homme qui sont en pointe du combat pour la reconnaissance du génocide. Je rappellerai que l'association IHD, les droits de l'homme en Turquie, était partie intervenante au procès Perinçek pour rappeler à la fois la réalité du génocide et à la fois le profil négationniste de Dogu Perinçek. Et qui par ailleurs demande réparation pour le génocide arménien, qui est quand même extrêmement surprenant. Il y a également l'année dernière, pendant le centenaire, un colloque d'historiens qui s'est tenu au mois de mars à Paris, où moi, ce qui m'a le plus frappé finalement, c'était que presque un tiers des intervenants étaient des historiens turcs, alors certes turcs de diaspora. Et de ce point de vue-là, on a effectivement au sein de la diaspora turque à la fois des relais du pouvoir négationniste, de l'AKP, du MHP, etc., mais également des étudiants, des intellectuels qui, eux, effectivement, prennent conscience de certaines réalités. Et la meilleure traduction, on a été effectivement ce vote du Bundestag, qui a été initié par des citoyens allemands d'origine turque et qui étaient en pointe du combat. Ils étaient presque 11 au Bundestag à voter pour cette loi. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et ça a donné lieu d'ailleurs à une phrase tout à fait stupéfiante de Erdogan concernant la nécessité de vérifier la pureté du sang de ces Allemands d'origine turque, quoi. Donc voilà où on en est. Je veux dire que c'est un pays extrêmement complexe, à la fois extrêmement nationaliste et extrêmement ouvert. On a un panel au niveau des comportements de la société très très large, mais il y a des choses qui se passent en Turquie qui sont très très importantes et qui permettront le mieux, je pense, au pouvoir de passer certaines étapes. Alors on a parlé tout à l'heure des États-Unis, de l'Angleterre, qui font pas pour l'instant le travail qui devrait être fait à l'égard de la reconnaissance du génocide arménien, mais aussi cette discussion mardi prochain au Knesset en Israël autour de la reconnaissance du génocide arménien. On attend beaucoup d'Israël. Dans le passé, il y avait Shimon Peres qui niait carrément, qui avait nié le génocide arménien. Avec le nouveau président, de nouveaux espoirs se sont levés, même si la raison d'État l'emporte parfois. Qu'est-ce qu'on attend de cette discussion en Israël mardi prochain à la Toranian, au Papazian? Il est évident que la position d'Israël est importante. Elle est un tout petit peu moins, je dirais, depuis que le Bundestag et l'Allemagne a reconnu le génocide arménien. Parce que la relation avec la Shoah, elle a été faite d'ores et déjà par l'auteur du génocide des Juifs. Et ça a une portée symbolique évidemment très très forte. Mais Israël, qui est un État qui a fondé ses racines sur le génocide de la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, doit assumer une position morale qu'elle n'a cessé d'ailleurs de revendiquer pour légitimer sa singularité sur la scène internationale. Elle doit assumer cette singularité dans le cas du génocide arménien. Alors on sait que la société civile israélienne, ça lui pose absolument aucun problème. Il y a des tas d'articles, il y a des tas de prises de position d'intellectuels, de journaux sur cette question. Bon, l'État israélien est, lui, dans une situation sur le plan international difficile, et il justifie sa position par des nécessités de sécurité nationale qui lui imposeraient d'avoir des relations privilégiées avec l'État turc, qui n'est pas forcément son État, un État d'amitié, de prédilection pour lui, mais dont l'amitié repose sur des nécessités stratégiques extrêmement importantes, de la même manière un petit peu que l'Iran l'est pour les Arméniens. Donc ce ne sont pas des choix basés sur des affinités électives en termes de sentiments. J'espère que Israël va réussir, comme son président en a montré le chemin par un certain nombre de déclarations en début d'année ou même l'année dernière au moment du 100e anniversaire du génocide. J'espère que Israël va avoir le courage
cette fois-ci de mettre les principes et mettre ces valeurs au-dessus de ces intérêts stratégiques à court terme. Alors ça sera peut-être, ou à long terme, c'est pas à moi de juger des intérêts stratégiques d'Israël, mais c'est à eux. Je sais que, bien entendu, vous le savez aussi, qu'il y a un rapprochement très très récent qui vient d'être opéré avec l'État turc, qui a également des incidences extrêmement fortes au niveau économique, puisqu'il y a les gisements de gaz qui viennent d'être trouvés par Israël dans la mer au loin de ces rivages qui constituent une source de financement extrêmement importante par rapport à la Turquie. Donc il y a tous ces éléments qui vont rentrer en ligne de compte, mais quand même, ça fait depuis longtemps qu'on attend. 101 ans se sont passés et on attend que l'État d'Israël, bien entendu, saisisse cette opportunité, saisisse cette occasion, même si elle tombe mal au niveau de la chronologie, du timing politique, de sa politique internationale aujourd'hui avec ce rapprochement avec la Turquie, ait le courage et le bon sens également de faire ce pas qui est extrêmement attendu, qui sera quelque chose de très important dans les relations entre les Arméniens et l'État d'Israël. Entre les Arméniens et les Juifs, il n'y a aucun problème, nous sommes solidaires dans tous nos combats, mais qui sera également importante dans la relation que Israël entretient à l'égard de son propre peuple et sa relation par rapport à lui-même. Merci à la Touranian, merci Mourad Papazian, coprésident du CCF, merci à Almen Kuyamjian, président de la FAJA, juriste, pour vos explications ce matin. Je remercie les députés Patrick Devedjian, François Pupponi, Jean-Marc Germain, qui ont été avec nous par téléphone ce matin. Je rappelle en conclusion que une première victoire, si je puis dire, hier à l'Assemblée nationale où donc les députés ont voté à l'unanimité ce projet de loi dans le cadre du projet de loi égalité et citoyenneté. Donc ils ont voté cet amendement qui place la contestation du génocide arménien au niveau donc pénal. Merci pour votre participation. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Une émission proposée par Hype FM. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.